Monsieur le député, oui, mesdames, monsieur le préfet, monsieur le député, messieurs les sénateurs, monsieur le représentant de la mairie d'Auxerre, monsieur le conseiller régional, monsieur le conseiller départemental, madame la conseillère départementale, pardon, messieurs les présidents des chambres, des interpros, je ne vais pas tous vous citer, chers amis, chers collègues. Lorsque j'ai décidé, il y a quelques mois, de retenir le thème de l'engagement comme fil rouge de notre Assemblée générale, je n'aurais pas imaginé que l'actualité aurait à ce point collé au débat, dans tous ses extrêmes et toutes ses dérives. En effet, alors que nous ressentons à peine les premiers soubresauts d'une éventuelle reprise, alors que nous faisons face à plus de 7 années de crise et que nous nous comptons entre survivants, le sabotage organisé depuis une semaine d'une minorité qui se revendique du syndicalisme casse l'élan de croissance et d'espoir des patrons. Le débat des derniers mois sur la loi travail a élevé encore d'un cran la fracture entre les entreprises et les salariés, entre la France des entrepreneurs qui s'engagent et la France de certains idéologistes qui stigmatisent le travail, qui se battent pour des combats d'un autre âge, rejoint sans cesse Germinal dans la nostalgie de la lutte des classes, attisant les haines et les rancœurs, se battant davantage pour sauver leur tête et leur avenir que celui de leurs collègues en année par route d'honneur. Comme vous, alors que chaque matin, j'engage ma responsabilité matérielle, civile, humaine, que chaque matin je remets en jeu mon job. Qui n'a pas vu récemment le reportage sur les marchés exemplaires tels l'ERP de Flamanville, où le pourcentage de main-d'œuvre détachée et employée s'élevait à près de 70%, avec des salariés rémunérés 1 000 € par mois lorsqu'ils l'étaient, pour une amplitude horaire de 11 heures par jour, sur 5 jours, et 7 jours le samedi. Et nous ne sommes pas épargnés, nullement. Comme chacun d'entre vous, j'ai constaté que certains chantiers fonctionnent samedi et dimanche dans Lyon. Ces chantiers où les conditions de travail sont loin d'être respectées, ainsi que les normes et les contraintes qui sont les nôtres, où les difficultés de langage sont telles que les salariés ne peuvent même pas remplir les formulaires liés à la sécurité. Et pourtant, aucune émotion des syndicats de salariés, aucun cri, aucune menace, alors que le remplacement de la main-d'œuvre française est en cours sur nos chantiers. Pour tenir des prix qui restent catastrophiquement bas, pour encore un certain temps, je le crains, pour tenir des plannings toujours plus tendus, pour boucler des budgets où les frais d'études, de contrôle, de formation, de coordination sont chaque année plus élevés, quelle autre variable d'ajustement que la main-d'œuvre? Alors, messieurs, les fossoyeurs d'emploi qui refusaient toute réforme du Code du travail, ne vous inquiétez pas. Plus de bataille à mener pour les 32 heures payées 35, pour la retraite à 60 ans, ou les pré-retraites automatiques sous fonds de pénibilité. Plus de manifestations ou de blocages. Certains ont déjà trouvé la réponse et vous ont remplacé par les main-d'œuvre bien plus souples, bien plus efficaces, moins regardantes, et qui ne demandent qu'à prendre votre place. Ils seront formés, ils seront logés, ils seront fidélisés à terme et vous remplaceront bientôt définitivement. Sans CDI, sans RTT ou heure de délégation. Vous qui nous décrivez comme des tyrans, spécialistes du harcèlement moral, des bourreaux de salariés, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez plus pour la flexibilité du contrat de travail, vous n'en aurez plus. Ces salariés à bas coût ne seront jamais que des prestataires, présents seulement en cas de besoin et déplaçables à volonté sur le territoire. Vous qui prétendez que nous manions le licenciement à tour de bras comme un sport national, sans doute ignorez-vous que nous embauchons et formons bien plus que nous licencions, et que dans ces 7 années de crise, nous avons fortement limité la casse, et préféré notamment ne plus prendre d'apprentis, malheureusement, et ne pas renouveler nos aînés partis en retraite. Ironie du sort, quand un sujet majeur comme celui-ci vous échappe, et que vous vous égosillez encore fièrement au sujet d'acquis sociaux, à étendre et de discours de lutte des classes totalement archaïques. Comme le disait Diderot, on avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte
et l'on boit goutte à goutte la vérité qui nous est amère. Ce sujet, nous, syndicats patronal, il nous fâche, il nous terrorise, il nous exècre, car nous voyons bien le visage de nos chantiers changer, le visage de nos salariés disparaître, nos efforts de formation, de prévention, réduits à néant par cette marée humaine de travailleurs low cost, venus courageusement trouver en France ce qu'ils ne pouvaient avoir chez eux. Vous réveillerez-vous quand sur les chantiers, les interprètes seront plus nombreux que les salariés syndiqués et que les réunions de chantier prendront les couleurs tantôt de la Roumanie, de la Pologne, du Portugal et qui sait, dans un moment d'égarement, peut-être un jour de la Turquie. Ce sujet, d'ailleurs, est bien le seul qui, dans le volet de la loi travail, nous semble correctement abordé et nous semble apporter de nouvelles réponses pour lutter contre la fraude au détachement. Avec le renforcement des obligations faites aux maîtres d'ouvrage, avec la création d'une contribution pécuniaire à la charge de l'entreprise établie hors de France alors qu'elle détache un salarié. Ces nouvelles propositions qui s'ajoutent au combat déjà gagné par la Fédération du bâtiment de la généralisation et de l'instauration obligatoire de la carte d'identification professionnelle pour tous les salariés intervenant sur les chantiers, ou encore de la responsabilisation accrue du maître d'ouvrage en cas de fraude, de la possibilité pour le préfet de suspendre une prestation si l'entreprise étrangère ne respecte pas le SMIC, les repos obligatoires ou la durée maximale du travail. Ces combats, nous les patrons, nous les avons gagnés avec force persuasion, sans coup ni blocage, par un lobby précis, argumenté, par notre action syndicale menée avec dignité et respect des règles de la diplomatie, dans un dialogue construit et efficace, non sans énervement, sans impatience et sans concession, mais avec pugnacité, dans le respect des règles de la bienséance et du droit de chacun d'exercer son libre arbitre et son activité sans entrave. Être patron, c'est aussi cela. Ne vous en déplaise. Être patron au sens noble du terme, loin des clichés que vous délivrez sans compter. Être patron, c'est un choix de vie, un choix courageux, que trop peu de jeunes ou de moins jeunes tentent aujourd'hui malheureusement. Être patron, c'est une vocation, une passion, celle du don de soi, de son temps, de son énergie, pour les autres, pour ses salariés, pour ses clients, pour la société et ses citoyens. Être patron, c'est une prise de risque, une aventure courageuse, un parcours du combattant, une part de folie inévitable et nécessaire pour durer sans perdre la foi. Être patron, c'est un engagement, un pari, une volonté affirmée de laisser une empreinte et d'apporter sa participation à la construction sociale de notre pays. Mais être patron, c'est aussi parfois, ou trop souvent, faire le sacrifice de son confort de vie, au profit du stress et des soucis, de l'endettement et des procédures, et le choix involontaire de la solitude. Seul face à l'adversité du quotidien, où se mêlent les entraves diverses et variées du monde économique, complexe dans lequel nous vivons. Face à cette solitude du patron, la profession organisée et rassemblée offre une issue constructive, positive et salvatrice, qu'est l'engagement et l'adhésion à une organisation professionnelle. Alors qui mieux que nous pour parler de cet acte militant, qu'est l'adhésion volontaire à une organisation professionnelle, une organisation patronale? Qui mieux que nous pour partager les valeurs de l'entrepreneuriat et de l'engagement pour la collectivité, au travers de nos fédérations et des nombreux mandats que nous remplissons? Adhérer à une organisation professionnelle, comme la Fédération du bâtiment, s'apparente bien à un acte militant. Je dis bien militant, dans le sens noble du terme. Et même si cet acte est parfois loin de convaincre tous nos collègues dirigeants, il semble pourtant qu'en France, nous soyons plus d'un tiers de chefs d'entreprise adhérant aux différentes organisations patronales, professionnelles, et bien sûr plus de 50 000 entreprises à la Fédération du bâtiment pour 1 150 000 salariés affiliés. Notre organisation patronale, notre syndicat, est d'abord perçu comme l'incarnation du patronat face au pouvoir public, pour défendre l'ensemble de la profession et ses valeurs par un travail de vigilance accrue et de veille constante.
Et même si parfois le premier motif de participation des entrepreneurs reste la défense des intérêts de leur propre entreprise, cela se respecte, car nous sommes là aussi pour cela, pour rendre le service et pour apporter conseil et soutien à ceux qui en ont le plus besoin. Certains d'entre nous, les plus convaincus, les plus motivés, la rage au cœur et la vocation pour bagage, vont jusqu'à s'engager dans des mandats professionnels, interprofessionnels, pour représenter leur organisation patronale au sein d'organismes paritaires. Tous ces mandats qui ne nécessitent pas nécessairement des hommes et des femmes expérimentés, ayant des affinités sur le sujet, mais des gens motivés, qui seront formés, pour qui être mandataire sera une source d'expérience enrichissante, qui donne le sentiment d'agir au cœur de l'économie du pays. Car effectivement, s'engager est un enrichissement personnel, une vocation, pour partager nos préoccupations de chef d'entreprise, sans arrière-pensée, échanger nos expériences, partager nos échecs et nos victoires, s'inspirer de l'expérience d'un collègue, se rassurer au contact des ennuis des autres, s'épauler, s'informer, se détendre et rêver l'avenir, préparer le futur en évitant les écueils et limitant la casse. S'engager, c'est devenir un militant. Et cette militante, je le suis devenue il y a près de 15 ans, accompagnée dans ces lieux par Marc Grémy, lors d'une réunion de section de l'UMGO. Jeune chef d'entreprise, âgée de 26 ans, je me suis immédiatement reconnue parmi les miens, ici, à ma place, à mon aise, parmi mes pairs. J'en ai le souvenir très vif de m'être sentie chez moi, dans ma famille, cette grande et belle famille du bâtiment. Et je me suis si bien sentie que depuis, je n'en suis plus partie. La Fédération du bâtiment, comme pour beaucoup d'entre vous, est devenue pour moi incontournable, inévitable, indispensable et irremplaçable. Comme vous, j'y ai trouvé l'écoute, le partage, les conseils et les soutiens dont j'avais besoin dans les moments difficiles. Comme vous, je m'y suis épanchée de mes joies, de mes peines, de mes angoisses et de mes ambitions. Comme une évidence pour moi, comme pour certains d'entre vous, le besoin d'aller plus loin, d'aller au-delà, s'est imposé naturellement. Participer, œuvrer, aider, donner de mon temps, de mon expérience, de mon expertise, était devenu une nécessité. M'engager était bien plus qu'un devoir, simplement et surtout une envie, un projet, un besoin. Vous représenter, défendre la profession est devenu mon deuxième métier. Une vocation, un sacerdoce comme j'aime le dire, une mission d'intérêt général, au service des entreprises et des entrepreneurs. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir fait confiance et de m'avoir renouvelé votre confiance plusieurs fois. Et même si parfois j'entends vos déceptions, j'entends vos critiques et vos frustrations, et cette sempiternelle mais légitime question, mais que fait la Fédé ? Jamais je n'ai perdu la foi, jamais je n'ai douté de mon engagement. J'ai toujours su que bien que nous n'ayons pas de pouvoir divin, notre action était non seulement professionnelle, légitime, mais surtout fondamentale. Et que même si nous n'obtenons pas toujours gain de cause, nous limitons souvent la casse. Et que sans la Fédé, ça c'est sûr, ce serait bien pire. Comme tant d'autres ici, élus, mandataires, administrateurs ou simples adhérents, notre engagement est basé sur un principe fondamental, celui du bénévolat, total et sans exception, qui confère à notre représentativité une valeur sans égale dans le paysage syndical français. Et il est de bon ton, en ces périodes tourmentées, de rappeler que nous, patrons syndiqués, ne sommes rémunérés du moindre centime, ne sommes entretenus par aucune subvention publique ou mécénat privé, mais tout comme notre grande maison, la Fédération française du bâtiment, sommes fiers de notre absolue indépendance financière qui nous confère une légitimité sans équivoque. Parce que nos adhérents nous reconnaissent de véritables services et nous font confiance dans la défense et la représentativité de nos métiers, notre action perdure avec des méthodes sans commune mesure de celles déployées ces jours-ci dans la presse. Quelle crédibilité aurions-nous si nous adoptions de tels comportements ? Même si parfois j'entends les grondements légitimes de certains d'entre vous, soyez convaincus que les recours à des actes violents, illégaux et arbitraires
ne sont que de mauvaises solutions passagères, des actions aux conséquences économiques non négligeables et parfois socialement dramatiques, et aux sanctions de rupture de dialogue et de respectabilité des pouvoirs publics à très court terme. Ne nous trompons pas de combat, n'oublions pas nos valeurs, ne renions pas nos engagements. L'action d'un syndicat doit s'inscrire dans la durée, avec respect, efficacité, en amont des négociations, des amendements, aux évolutions législatives et normatives nécessaires et inéluctables. L'engagement, vaste champ d'investigation s'il en est, qui s'exprime aussi chez nous dans notre devoir de transmission aux générations à venir, aux hommes et aux femmes en reconversion, aux égarés du système social en réinsertion, et à tous ceux qui font le choix de rejoindre nos métiers, passionnants, enrichissants et gratifiants. Ainsi, l'engagement envers la formation, la transmission de savoir et de savoir-faire est un devoir et une vocation pour renouveler les générations de compagnons qualifiés, pour préparer la relève des chefs d'entreprise. Cet engagement, rendu parfois difficile au travers des complexités normatives, nombreuses et récurrentes, qui nous entravent régulièrement. Alors que l'apprentissage est soi-disant déclaré grande cause nationale, et ce depuis longtemps, dans les faits, les pouvoirs publics, depuis plusieurs années, ont cumulé les mesures et les contre-mesures, brouillant le discours, complexifiant la méthode. Alors que les apprentis mineurs se comptaient au nombre de 31 000 en 2008, la profession n'en comptait plus que 18 000 en 2015. La dernière illustration d'un acte manqué majeur envers l'apprentissage se trouve en effet au sein de cette loi du travail, où les seules bonnes idées proposées pour garantir aux jeunes apprentis de se confronter en toute sérénité au monde de l'entreprise, en garantissant leur intégration efficace au sein des équipes, ont été avortées. Comment faire comprendre à des idéalistes ou idéologistes qui n'ont guère fréquenté l'entreprise, qu'ils soient élus, enseignants ou parents d'élèves, que la qualité de l'intégration d'un jeune passe par son entière collaboration à l'acte de construire? Comment ne se sentirait-il pas orphelin, coupé partiellement chaque semaine de l'avancée de son ouvrage, ou encore empêché quotidiennement de manier le matériel nécessaire à la réalisation de son chantier? L'emploi, si rare et si précieux dans cette conjoncture économique en berne, validé par une formation en alternance qualitative, est pourtant aujourd'hui le meilleur moyen pour un jeune d'entrer dans la vie active en acquérant une qualification reconnue, rémunérée justement, et lui garantissant une employabilité certaine. Encore une fois, quel dommage que les syndicats priment ainsi la jeunesse d'une porte de sortie positive, soit lors des œuvrements scolaires, soit à leurs ambitions professionnelles. Plutôt que de les encourager dans leur choix courageux du marché du travail, on préfère leur enseigner les risques et la souffrance au travail, en limitant leur temps de travail quotidien et hebdomadaire, bien en dessous du travail des équipes. Et cette incompatibilité de fonctionnement majeur s'ajoute aujourd'hui au manque de visibilité des carnets de commandes, avec pour conséquence dramatique la chute vertigineuse des contrats d'apprentissage. Il est bien des sujets qui nous occupent dans nos combats syndicaux. Il est bien des urgences qui mobilisent nos troupes de bénévoles pour assumer des mandats et des réunions aux quatre coins de la région. Il est bien des sujets d'agacement, d'énervement, qui nous maintiennent alertes et éveillants dans notre engagement au service de la profession. De nombreux défis nous attendent et de nombreuses entraves nous freineront encore. Mais je vous en conjure, il n'est pas temps de baisser les bras. Il n'est pas temps de se replier sur vous-même ou de vous priver de votre fédération. C'est l'union qui fait la force, c'est le professionnalisme qui garantit l'action, c'est la conviction qui porte nos victoires. Et s'il en était encore besoin, notre prochain défi, non des moindres, se profile à très court terme pour une cause nationale, déclinée dans chaque département et dans chaque région, celle de l'artisanat. Ainsi, je vous parle de l'engagement pour la défense et la promotion de l'artisanat au travers des élections régionales des chambres de métiers. L'artisanat, ces entreprises à milieu des caricatures dépeintes de ces dernières semaines, qui représentent 361 000 entreprises entre 0 et 11 salariés, sur les 382 000 entreprises que compte le bâtiment en France, elles réalisent à elles seules près de 47 milliards d'euros hors taxes de travaux sur les 124 milliards réalisés en 2015.
Cette bataille pour l'artisanat, nous la mènerons conjointement avec la CGPME et le CNPA, comme avec d'autres branches, qui constitueront notre liste de 35 volontaires qui souhaitent s'engager pour en découdre avec nos adversaires, que nous ne nommerons pas, avec lesquels nous sommes loin de partager toutes les valeurs. Et des sujets de vigilance, il y en aura d'autres. Et sur l'artisanat. Le projet de loi qui prévoit d'élargir le dispositif de l'auto-entrepreneur et qui remet en cause les garde-fous adoptés en 2014, tout simplement incompréhensible. Il s'agit là de lutter également contre une autre forme de concurrence, quand on sait qu'entre 2012 et 2014, le nombre de micro-entreprises a pratiquement doublé, passant à 1 million en France, tous métiers confondus, dont plus de 150 000 dans la construction. Ne pas perdre de vue que 75% des micro-entreprises cumulent avec une activité salariée et que le ridicule des chiffres d'affaires déclarés masque souvent un marché parallèle à la concurrence sauvage. À défaut d'obtenir ce que nous réclamons depuis toujours, à savoir l'exclusion des métiers du bâtiment du champ de la micro-entreprise, nous réclamons à minima de nouvelles mesures de rééquilibrage, comme la limitation dans le temps, l'interdiction de cumuler l'activité de micro-entreprise avec celle de salariés dans le même secteur d'activité. Je ne manquerai pas de vous solliciter dans ce nouveau challenge, les élections étant programmées pour l'automne, toutes les bonnes volontés seront requises dans l'intérêt de défendre nos TPE et de pérenniser nos emplois. Des combats, il y en aura d'autres, bien d'autres, et c'est bien au travers de l'engagement de chacun d'entre nous que nous pourrons gagner pas à pas des victoires, petites et grandes, qui protégeront nos entreprises et nos emplois. Je pourrais vous parler des qualifications dont il n'est pas question de laisser le gouvernement remettre en cause l'obligation pour s'installer. Loin d'être un frein à la création d'entreprise, cette obligation est un moyen pour la profession de se développer, d'innover et d'assurer aux consommateurs une garantie maximale dans la raison de ses travaux. Je pourrais vous parler aussi des 4000 normes qui réglementent le secteur de la construction et dont l'empilement serait responsable d'un surcoût de 15 à 20% sur nos chantiers. Que dire encore de la pénibilité dont nous avons déjà beaucoup parlé et pour laquelle le combat sera long et ardu, tant les dérives possibles seraient dévastatrices pour les entreprises. L'erreur première ayant été de laisser dire et de laisser croire que l'entreprise est un lieu de souffrance et que le seul fait de travailler soit devenu aujourd'hui pénible. J'arrêterai là cette liste non exhaustive des combats qui seront les nôtres dans les mois et les années à venir. Ne ménagez pas vos ardeurs, ne retenez pas vos envies, ne freinez pas vos vocations, n'hésitez pas à témoigner votre volonté d'engagement. Ici, à la Fédération du bâtiment de Lyon, en région ou au siège national, il y aura forcément un mandat pour vous, une mission de représentativité à vous confier, un dossier local à porter, des collègues à accompagner, des informations à échanger, des expériences à savourer et du bonheur à partager. Je ne saurais trop vous dire de vous laisser tenter par cet engagement syndical, patronal. Je ne saurais trop vous inciter à vous investir dans cette grande maison, connue et reconnue, qu'est la Fédération française du bâtiment. J'en suis pour ma part une passionnée, une convaincue, contaminée inexorablement, consciente d'avoir reçu beaucoup de cette institution et désireuse de prendre encore et toujours ma part de responsabilité et d'engagement envers la profession. Je terminerai par ces mots simples de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez bien voir dans le monde. Je vous remercie.